DevCast avec Samantha Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. Il faut d'abord des chefs qui soient résilients, physiquement, psychiquement, pour pouvoir encaisser les chocs. Pour ce nouvel épisode, nous recevons le général de brigade aérienne Bruno Cunha, directeur du CHEM, le Centre des Hautes Études Militaires. Bonjour. Bonjour Samantha. Alors pour préparer cette interview, j'ai interrogé vos proches collaborateurs. Ils ont souligné votre mode de raisonnement rapide, très structuré, qui va directement vers des solutions efficaces. Ils ont également évoqué votre bureau qui, contrairement au mien, est toujours parfaitement rangé avec très peu de papier visible, voire aucun. Enfin, il paraît que vous êtes un grand sportif, adepte du trail longue distance que vous pratiquez régulièrement et vous appréciez aussi boire une bière fraîche entre amis devant un bon match de rugby. Est-ce que tout cela vous ressemble ? Samantha, je vois que votre service de renseignement est bien efficace. Tout ça est parfaitement correct. L'un des meilleurs de Ballard, il paraît. Alors on entend souvent parler de l'école de guerre que l'on présente comme l'école des chefs militaires de demain, mais assez peu du Centre des Hautes Études Militaires. Alors pouvez-vous lever le voile sur cette structure qui est, si je ne me trompe pas, le niveau d'enseignement militaire le plus élevé en France ? En effet, on parle souvent de l'école de guerre, qui est plutôt destinée à des commandants ou des lieutenants-colonels, 35-40 ans, formés pour devenir des futurs chefs interarmés, des chefs opérationnels avec une grosse promotion chaque année, environ 200 stagiaires français. Le Centre des Hautes Études Militaires que je dirige, le CHEM, arrive plus tard dans la carrière. Il est réservé à un nombre de colonels ou de grades équivalents, beaucoup plus restreint, une trentaine d'auditeurs, on y reviendra plus tard je pense, qui sont sélectionnés pour leur qualité intrinsèque, leur parcours, leur potentiel pour devenir des hauts cadres dirigeants militaires du ministère. Alors quelques mots peut-être sur le CHEM pour dire à vos auditeurs d'où on vient. Il a été créé en 1911. La première forme de CHEM a été formée par, à l'époque, le général de brigade Foch, qui avait voulu une 3e année à l'époque, post-école de guerre, pour les meilleurs stagiaires. Ça n'a pas trop bien marché, mais ça a lancé le mouvement, ça a évolué. Les armées ont créé leur CHEM de manière différente. Et puis en 1952, tout ça a fusionné dans un CHEM unique interarmée. Et aujourd'hui, le CHEM existe encore. On en est à la 75e session, avec 33 auditeurs cette année, 26 Français et 7 auditeurs des pays alliés de l'OTAN. On détaillera si vous le voulez les pays, mais ils sont à Paris pour une dizaine de mois de scolarité au CHEM et ils participent également à la scolarité de ce qu'on appelle l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, l'IHEDN, qui dépend du Premier ministre. On le comprend, il y a très peu de place. Alors comment sont sélectionnés ces auditeurs ? Alors il n'y a pas de concours pour le CHEM, c'est bien une sélection. Chaque auditeur est sélectionné dans un vivier de haut potentiel par les chefs d'état-major d'armée ou les directeurs centraux du SSA, du SEO, de la DGA par exemple. Et cette liste est proposée au chef d'état-major des armées qui l'entérine, c'est lui vraiment notre chef. On dépend du chef d'état-major des armées au travers de l'enseignement militaire supérieur. Et c'est lui qui décide de la liste. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour faire partie des élus ? Les auditeurs sont sélectionnés par le CEMA avec les chefs d'état-major sur leur qualité d'abord de leadership, de chef militaire, aussi leur capacité de travail élevée, leur capacité à dégager une vision, un dynamisme, pour après la scolarité être capable de mener en tant que chef, de diriger, de commander à haut niveau, et puis également une capacité à évoluer, à travailler en milieu non seulement interarmé dans le ministère, mais aussi en interministériel. Donc pouvoir travailler avec les autres ministères et également pouvoir travailler à l'international, que ce soit en bilatéral avec un pays partenaire ou au sein de l'OTAN par exemple. Alors vous avez aussi évoqué tout à l'heure la présence d'auditeurs étrangers. D'où viennent-ils et pareil, comment sont-ils sélectionnés ? Alors les auditeurs étrangers sont sélectionnés par leur pays. Il y a une invitation au pays envoyée l'année précédente par le chef d'état-major des armées. Ce sont généralement de hauts potentiels ou des futurs attachés de défense sur Paris, sélectionnés également pour leur qualité intrinsèque. Alors cette année, on n'a que des pays de l'OTAN, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie pour le flanc sud, ainsi que la Belgique et la Roumanie. Comment se déroule une année de scolarité ? Vous avez évoqué 10 mois, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre ? Est-ce que ça va être des cours magistraux, des visites ? Alors c'est assez varié. Sur les 10 mois, on va dérouler une quinzaine de séminaires thématiques
Chaque séminaire, en fait, est un mix. Il y a des conférences plénières avec des intervenants extérieurs. On n'a pas de professeur au CHEM. Ce sont des intervenants extérieurs. On a un conseiller académique, historien, qui nous fait certains cours, mais la quasi-totalité des intervenants est extérieure. On a également des travaux de groupe, des travaux individuels, et puis effectivement des voyages d'études pour bien comprendre, que ce soit dans des structures en France, du ministère des Armées ou l'industrie, par exemple, le commissariat à l'énergie atomique, les centres de la DGA, et puis un certain nombre de voyages à l'étranger pour se confronter. Alors c'est toujours très intéressant de se confronter au point de vue étranger et de voir un peu quelle est aussi leur vision sur l'action de la France et les performances des armées françaises. Excusez-moi, je vous coupe, vous parliez d'intervenants. Je pense qu'il faut préciser que c'est des intervenants de très bon niveau. Alors, qui peut justement venir faire des conférences ? Quelques exemples, j'imagine que vous en avez en tête. On est assez reconnu pour la qualité des interactions avec les auditeurs, qui sont quand même, comme on va dire en mauvais français, assez challenging. Mais donc c'est assez intéressant pour de très hauts cadres militaires ou civils de venir au CHEM. Donc on a typiquement les grands adjoints du ministre qui viennent s'adresser aux auditeurs, les chefs d'état-major d'armée. On peut avoir également aussi des grands patrons d'entreprise qui partagent leur expérience de leader ou de transformation des organisations. On peut également avoir sur les grands enjeux de société l'archevêque aux armées, des procureurs, des membres du ministère de l'Intérieur de haut niveau de la gendarmerie nationale ou des services de renseignement. Un panel très large donc. C'est assez large. On essaye aussi d'avoir des contradicteurs, des gens qui ont un point de vue différent. Alors je ne rentrerai pas dans le détail et les noms, mais c'est intéressant aussi pour les auditeurs du CHEM d'avoir des intervenants qui les challengent et qui leur amènent une vision différente des enjeux de sécurité et de défense. Et vous, quel est votre rôle en tant que directeur ? En tant que directeur, j'ai 2 rôles. Le premier, bien sûr, je commande le CHEM avec une dizaine de personnels du staff pour l'ingénierie pédagogique et puis la programmation des activités et tout le soutien administratif. Ça, c'est une fonction normale. La deuxième, je dirais, est plus personnelle avec les auditeurs. Je peux également jouer un rôle parfois de mentor, que ce soit en bilatéral avec un auditeur ou en groupe, pour les orienter sur les enjeux du commandement à la sortie du CHEM. Et j'ai aussi un rôle pédagogique d'orientation, puisque chaque séminaire est organisé par les auditeurs. On a une équipe de marque d'auditeurs pour chaque séminaire. C'est eux qui construisent leur programmation et qui choisissent leurs intervenants, mais je suis là pour orienter sur les objectifs, les enjeux de chaque séminaire pour que ce soit le plus efficace. Alors, dans un contexte qui est marqué par de multiples crises, comment vous abordez cette responsabilité, celle de celui qui doit veiller à former des chefs de guerre ? Très bonne question. En fait, il y a 2 paramètres principaux. Le premier, c'est que le CHEM doit former des futurs chefs militaires. Donc, il y a ce que j'appellerais les invariants, c'est-à-dire les qualités de base d'un chef, de leadership, d'abnégation, capacité à comprendre les enjeux, à fédérer une organisation. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle les invariants. On va renforcer ces qualités au CHEM. Le deuxième aspect qui est le plus actuel, c'est comment on forme des chefs militaires adaptés à la situation actuelle qui est extrêmement complexe, avec des adversaires qui utilisent la violence, le fait accompli, qui remettent en cause l'ordre international, et avec des crises qui s'enchaînent ou même qui se superposent. Donc là, on va vraiment former sur la manière de discerner dans la complexité actuelle quelles sont les grandes tendances et ce que doit en retirer un chef militaire dans son leadership pour son organisation. Alors justement, un bon chef, quelle qualité doit-il impérativement avoir selon vous ? Il faut d'abord des chefs qui soient résilients, physiquement, psychiquement, pour pouvoir encaisser les chocs, les crises, pouvoir discerner une vision, une orientation et la diffuser de manière pragmatique et positive. Je ne sais plus qui disait qu'un chef, c'est un diffuseur d'espoir. C'est également quelqu'un qui doit créer les conditions du succès. Avec le général Garetta, on avait parlé de diffuseur de sérénité, mais diffuseur d'espoir, c'est pas mal aussi. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui incarne une autorité, une forme d'autorité, mais avec une forme positive d'autorité. Quelqu'un qui ne soit pas dans le négatif, sinon c'est sûr qu'il va assez vite, lui et son organisation, s'essouffler. Je revenais sur cette capacité à durer, je pense que c'est fondamental. Je reviens sur le physique, le psychique, le moral, le contexte familial autour du chef. C'est quelque chose de fondamental pour qu'il puisse durer. Et à titre personnel, est-ce que vous avez eu des modèles de chefs qui vous ont inspiré ? L'avantage avec le CHEM, c'est qu'on revient pas mal sur l'histoire contemporaine.
Et en fait, il y a un groupe de chefs qui m'a inspiré, là, en y repensant, notamment sur le module dissuasion nucléaire. Cette génération d'officiers généraux qui a construit la dissuasion nucléaire à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut citer les généraux Poirier, Gallois, général Beaufre, général Helleret, et le chef d'état-major des années 60, chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Morin. En fait, quand on regarde, en 1945, la France se relève de la Seconde Guerre mondiale complètement ruinée et détruite. Et en 1964, on a le Mirage 4 qui fait sa première mission de permanence, la dissuasion aéroportée. Et en fait, on se rend compte qu'on a une génération de chefs qui ont été capables de reprendre la vision politique du général de Gaulle pour la décliner en un effet militaire, c'est-à-dire la mise en place d'une dissuasion nucléaire. Je vais revenir sur le contexte que vous avez commencé à évoquer. Le chef d'état-major des armées, le général Mandon, a exposé ses priorités récemment. Être prêt face à la menace russe, préparer la France à un monde plus dur et violent et contribuer au renforcement de l'Europe de la défense. Est-ce que ces orientations rentrent en compte dans la formation de ces officiers supérieurs qu'on a évoqués ? Oui, tout à fait. Alors traditionnellement, le chef d'état-major des armées, quel qu'il soit, vient s'adresser aux auditeurs dans un de ses premiers discours en septembre pour la rentrée du CHEM. On a décliné ces orientations suivant 3 axes principaux. Le premier, effectivement, se préparer à une confrontation majeure en Europe. On renforce grandement l'enseignement en stratégie militaire pour vraiment renforcer la compréhension des clés de stratégie militaire théorique ou appliquée pour nos auditeurs. Ensuite, on renforce l'enseignement en langue anglaise et la capacité à s'exprimer clairement en langue anglaise devant un auditoire français ou étranger pour pouvoir former des cadres de haut niveau capables de travailler, comme je le disais, dans un cadre international et mener, par exemple, des coalitions ad hoc, s'il le faut. Et ensuite, on veut des chefs, 3e axe, connectés à la société civile. Donc, au travers de l'IHEDN, nos auditeurs développent un réseau de haut niveau. Mais on développe également un certain nombre d'autres partenariats, notamment avec le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, pour que les auditeurs à la fois appréhendent mieux la dimension économie de guerre et puissent interagir beaucoup plus en profondeur avec des hauts cadres civils. Et dans quel état d'esprit sont vos auditeurs ? Est-ce qu'ils sont déterminés, curieux, inquiets, peut-être aussi par l'évolution de la menace ? Alors moi, ce que je note depuis 2 mois et demi que je suis à la tête du CHEM, ce sont des auditeurs qui prennent pleinement conscience de leurs responsabilités, des enjeux qui vont être les leurs à la sortie du CHEM. En tant que cadre dirigeant, ce sont eux qui seront à la manœuvre, ce sont eux qui construiront les armées de demain et qui devront répondre aux crises. Globalement, je les trouve parfaitement déterminés, qui savent mettre à profit leur année de scolarité pour bien consolider leurs réflexions, organiser leurs pensées, pour se préparer à leur poste suivant. Ce sont des élèves un petit peu particuliers quand même, parce que ce sont des colonels, donc j'imagine aussi que vous avez une relation qui est un peu différente, peut-être qu'avec d'autres types d'élèves. On les appelle des auditeurs. On n'a pas vraiment une relation prof-élève. Donc déjà parce que moi je suis un général de brigade aérienne depuis un peu plus d'1 an, donc je suis un officier général junior, on va dire. Mes auditeurs sont des colonels avec des parcours brillants, ils ont en moyenne 45-47 ans. Et donc on a une relation relativement proche, même si je suis leur chef pour cette année. Donc je suis là pour les orienter, pour les conseiller, pour tirer le meilleur de leur année de scolarité. Avec quel bagage ils doivent repartir à la fin de cette année ? Alors ce qu'on veut, c'est surtout des colonels ou équivalents avec une connaissance approfondie du fonctionnement du ministère des Armées, de l'État français. Donc pouvoir intégrer des notions de finances publiques, de droit constitutionnel. Voilà. Comment est-ce qu'une loi de programmation militaire, par exemple, est construite et passe au Parlement ? C'est pas intuitif. On leur renforce également leur compréhension des services de renseignement, notamment du premier cercle. Et puis plus globalement, les grands enjeux de la société française, du contexte international. Également, ce qui est très important, on renforce leur connaissance de nos adversaires, de nos compétiteurs. Quelle est la stratégie, la grande stratégie russe ? Quelle est la stratégie militaire qu'utilise Poutine actuellement ? Comment la décrypter ? Et peut-être aussi pour essayer de mieux comprendre, d'être dans le concret, à quel poste peuvent-ils prétendre à l'issue de cette scolarité ? Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont les généraux de demain que vous formez ? Normalement, les chémistes, les auditeurs sont identifiés dans un vivier de potentiels futurs généraux. Donc normalement, ils sont appelés à exercer des fonctions de généraux. Après le CHEM, c'est assez varié en fait. Ils peuvent travailler dans des états-majors d'armée, revenir à l'EMA, mais ils peuvent aussi travailler en interministériel,
comme par exemple au secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, le SGDSN. Et un nombre assez important d'entre eux pourra travailler en cabinet du ministre, cabinet du Premier ministre, voire à l'état-major particulier du président. Et peut-être petite précision aussi pour que ce soit clair, on peut également passer général sans avoir fait le CHEM. C'est pas un passage. Oui, c'est possible. On a un exemple célèbre avec le général Burkhard, qui vient de quitter son poste, qui n'était pas chémiste et qui est devenu chef d'état-major des armées. J'ai commencé par évoquer longuement votre poste actuel, mais comme à tous mes invités, je vais vous demander de parler un peu de vous, et notamment de votre parcours, avant d'avoir ces étoiles que vous portez aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la carrière militaire et l'uniforme de l'armée de l'air et de l'espace en particulier ? Moi, je suis lorrain d'origine, donc je viens des Vosges. Je viens d'une terre qui a été fortement marquée par les 2 guerres mondiales. Une terre où le sentiment patriotique est très développé, mais je ne suis pas issu d'une famille militaire. C'est devenu une évidence, notamment à l'adolescence, de m'engager pour mon pays. Et pour tout vous dire, j'ai hésité entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Et en fait, j'étais pas trop mauvais en maths et en physique. Ce qui m'a attiré dans l'armée de l'air et de l'espace, c'était, à l'époque, l'armée de l'air, c'était l'aspect technique, la physique, la technicité. Je sais que vous êtes après devenu pilote de chasse. Qu'est-ce que vous gardez de vos années de pilote de chasse opérationnel ? Moi, j'ai choisi le métier de pilote parce que pour moi, c'était vraiment le défi ultime, l'association de 2 exigences. Une exigence d'excellence physique et psychologique, enfin psychique. Capacité à réfléchir vite et bien dans un environnement physiquement exigeant dans son cockpit. Ce que je retiens de ma carrière opérationnelle et d'instructeur comme pilote, c'est qu'on est toujours tiré vers le haut, par les missions, par l'entraînement, par chaque vol dans un avion de chasse, qui est un défi. On est dans une progression permanente qui vous forge en tant qu'homme et en tant qu'officier. Ensuite, la deuxième chose que je retiens, bien sûr, c'est la force des liens au sein d'un escadron entre les pilotes, mais aussi avec les mécaniciens, qui nous voient partir et qui nous voient revenir. Ça aussi, ça vous forge. Et puis un groupe où il faut trouver sa place, où il faut être crédible pour être respecté. Et ça, c'est également une école de vie. Et quand on arrive dans des postes à responsabilité au sein des escadrons, c'est une vraie école du commandement de proximité. Enfin, si je voulais retenir une mission, et pour la connecter au contexte actuel, c'était quand j'ai emmené mon escadron en 2011 dans les pays baltes pour faire la police du ciel, pour protéger les 3 pays baltes. En 2011, on voyait déjà une remontée de l'activité de l'aviation russe, qui transitait du nord de la Russie vers Kaliningrad et qui venait tangenter l'espace aérien des pays baltes et on allait les intercepter. Les Russes volaient avec des avions d'écoute électronique, avec des chasseurs Sukhoi 27 et on avait des missions, on va dire, intéressantes. C'était les prémices en fait du contexte actuel d'une remontée en puissance de l'activité et de l'agressivité russe aux frontières de l'Europe. Justement, quand vous voyez ce qui se passe en 2025 par rapport à ce que vous venez de dire en 2011, quel est votre sentiment par rapport à ça ? Mon sentiment, c'est qu'on revit un moment très géopolitique d'une Russie qui tente de rétablir un rapport de force avec l'Occident, notamment avec l'Europe, qui veut rétablir des zones tampons autour de son territoire, et c'est ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui. On revoit également la primauté de l'alliance de l'OTAN et de la cohésion et de la solidarité entre les pays européens. Donc voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. J'ai lu évidemment toute votre biographie. Votre parcours laisse apparaître plusieurs expériences anglo-saxonnes et je crois que cela vous a beaucoup influencé. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi ? Effectivement, j'ai eu 2 postes en Grande-Bretagne. La première était au niveau tactique, c'était un choix de carrière, une décision de m'orienter vers un poste à l'étranger en 2001, comme instructeur tactique dans une unité britannique. Et après, j'ai eu l'opportunité en 2015 de revenir à Londres, au ministère des Armées, cette fois-ci à un niveau politico-militaire comme officier de liaison du chef d'état-major de l'armée de l'air auprès de l'armée de l'air britannique. Alors j'en ai retiré beaucoup de choses de ces expériences britanniques. La première, je dirais, c'est l'excellence tactique et l'excellence de l'instruction à la britannique, très structurée, très standardisée, qui m'a vraiment redonné des bases. Notamment, j'ai réappris les bases du combat aérien en Grande-Bretagne. C'était quelque chose de très éclairant pour moi au niveau tactique. La deuxième chose, c'est une culture différente du commandement, ce qu'on appelle le Mission Command chez les Britanniques, ce que le général Shield, le CEMAT, a repris dans son livre récent, Le commandement par l'intention, où on donne l'objectif à son subordonné avec les moyens et on va au résultat. Et puis, je trouvais aussi que les Britanniques responsabilisaient assez vite les jeunes pilotes en escadron pour les faire grandir de manière assez stupéfiante. Puis le troisième axe qui m'a beaucoup nourri, notamment quand j'étais à Londres, c'est la capacité des Britanniques
à monter une manœuvre de communication stratégique d'influence en interministériel très rapide, de manière très élaborée. Ça m'a également éclairé sur pas mal d'enjeux, notamment du chef. Alors cette appétence pour le domaine des relations internationales, on le retrouve aussi avec votre passage à la DGRIS, la Direction Générale de la Stratégie et des Relations Internationales, où vous avez notamment travaillé sous l'autorité de l'actuel ministre délégué auprès de la ministre des Armées, Alice Ruffo. Racontez-nous un petit peu ce passage. C'était extrêmement intéressant. Madame Ruffo arrivait de l'Élysée, elle a repris le poste de DGRIS et j'ai travaillé sous ses ordres sur des sujets comme l'Ukraine ou la relation bilatérale avec les Américains, le deuxième mandat Trump. Travailler sous son autorité m'a vraiment éclairé sur la manière de traiter un sujet politique et le décliner en options militaires pour donner un espace de liberté aux politiques pour manœuvrer et comment les armées peuvent contribuer à une manœuvre interministérielle. Donc on travaillait beaucoup avec le cabinet du ministre, l'hôtel de Brienne, on travaillait avec le ministère des Affaires étrangères, et puis que ce soit l'état-major particulier ou la cellule diplomatique de l'Élysée. Donc c'est extrêmement enrichissant. Globalement, votre cursus démontre aussi votre capacité à changer de domaine. Est-ce que vous aimez vous challenger, général ? Je pense que tout pilote de chasse et tout officier aime le challenge. Il aime évoluer, se renouveler. Je pense que c'est intéressant pour éviter l'ennui. C'est aussi des choix et puis des concours de circonstances dans une carrière, dans la vie, pour avoir plusieurs cordes à son arc. Et c'est ce qu'on demande, je pense, à un colonel quand les chefs d'état-major regardent quelles personnes ils vont sélectionner. Pour devenir général, il faut des gens qui aient plusieurs cordes, des parcours variés. Au-delà de ce que vous avez mentionné, j'ai également travaillé à la DICODE, j'ai fait de la com. J'ai travaillé également en interministériel ou SGDSN. J'ai commandé la base de Creil, qui est une base interarmée. Donc aujourd'hui, je peux partager un peu tout ça avec mes auditeurs au CHEM. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, justement, aujourd'hui ? Que je puisse continuer à servir mon pays, ça c'est le premier point. Ensuite, que je continue à être utile pour le ministère et pour mon pays, que je puisse continuer à m'épanouir dans une filière où également je puisse avoir une vie personnelle et familiale harmonieuse. Je parlais de la résilience. Voilà, pour ces 6 années qui potentiellement peuvent rester. Est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi des séjours en montagne ? Car je crois que vous appréciez la montagne autant pour les réflexions qu'elle inspire que pour les défis qu'elle symbolise. De la montagne et de la forêt, retour aux sources. Mes origines vosgiennes sont toujours là. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Excellent, surtout pour un lundi matin. Et est-ce que vous avez une petite playlist à nous conseiller ? C'est désormais la tradition dans le podcast. Ok, alors moi je suis pas mal musique électronique en ce moment. Je reviens pas mal aux bases de Daft Punk. Donc si vous voulez mettre un petit Daft Punk ancien ou récent, ça m'ira bien. Je crois que ça va plaire à beaucoup de monde. Merci Général. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau DEFcast. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux et surtout à vous abonner. À très bientôt. Merci.